Irène, bonjour. Tu as choisi de venir nous présenter aujourd'hui un livre que je ne connaissais pas, donc que je vais te devoir. Mhm, C'est un livre de Victoria Hislop, qui est une Anglaise. mhm. Tu as choisi ce livre pourquoi, comment, et raconte-nous, c'est quoi ce livre? Alors je l'ai Tiens, ça choisi le tient. parce qu'il me rapporte à l'histoire de ma famille finalement, et puisque ça se passe à Salonique, et mon père est né à Salonique en 1914, année géniale pour naître, et il a vécu à Salonique jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc cette histoire elle débute en 1917 à Salonique, et c'est extraordinaire parce que ça m'a replongée dans l'ambiance de Salonique, j'ai cru que j'y étais. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais me mettre à la place de mon père et je vais revivre de la façon dont on vivait à cette époque à Tu as Salonique. découvert ce livre comment? Tu as juste vu que ça se passait à Thessalonique, puisque donc c'est Je crois que c'est Thessalonique quelqu'un hein, qui me l'a est nommé conseillé. ici. C'est peut-être une de mes cousines de New York qui me l'avait conseillé. Je me souviens plus exactement. Je sais plus comment je suis tombée dessus. Mais d'ailleurs, j'ai commencé à lire Victoria Hislop par un autre livre, L'île des oubliés, qui se passe en Crète. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre livre de cette Victoria qui parlait de la vie à Salonique. Et je me suis dit, bon, bah, je suis obligée de le lire. Je suis allée chercher du coup, moi, qui était Victoria Hislop. C'est donc une Anglaise qui vit entre la Crète et l'Angleterre. Oui, tout à fait. Je crois qu'elle parle grec même. Enfin, elle est s'est complètement. passionnée, elle Tout le s'est monde croit qu'elle est passionnée- grecque, en fait. Oui, tout à fait. Elle s'est passionnée pour la vie grecque et pour la culture grecque. Ouais. Et donc, effectivement, elle a commencé avec cette histoire de l'île des lépreux. Mhm. Et son deuxième livre, donc, Le fil des souvenirs, t'a conduit, toi, sur la mémoire familiale, sur Ah les bah, chemins tout à de ta fait, mémoire ouais. familiale. Tout à fait. Ça débute en 1917, au moment du grand incendie de Salonique, qui a foutu un gros bazar dans la ville. Et après, ça se poursuit dans les années 20 avec cet immense échange de population qui a été fait entre la Turquie et la Grèce, quand la Grèce a été obligée de restituer les parties de la Turquie, la Thrace orientale ou je ne sais plus, enfin la Grèce avait reçu après la Deuxième Guerre mondiale par le traité de Neuilly-sur-Seine. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Comme j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, ça m'a interpellée Il aussi. n'y a pas de hasard. Ouais. Et donc la Grèce a reçu après la Deuxième Guerre mondiale par ce traité des parties de la Turquie. Les parties orientales de la Turquie, la Thrace, whatever, et une autre partie. J'ai même une carte, si tu veux regarder. Je vois. Non, c'est du sérieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Grèce, il y avait, je pense, Atatürk ou... Non, je sais plus, enfin... Les Turcs, ça leur a pas plu qu'on leur pique une partie de leur territoire. Ouais. Et donc, il y a eu la guerre entre la Turquie et la Grèce, qui a abouti dans les années 20. C'était une guerre très sauvage, qui est d'ailleurs décrite au début du livre. Hein, et il y avait des viols, des assassinats. Enfin, c'était une guerre très, très cruelle. Et qui a abouti à un grand échange de population entre la Grèce et la Turquie. Donc la Grèce a rendu ces territoires qui avaient été occupés après la Première Guerre mondiale à la Turquie. Et donc tous ces compatriotes grecs qui habitaient dans cette partie de la Turquie ont été rapatriés en Grèce. Et la Grèce a restitué les musulmans qui habitaient à Salonique à la Turquie. Donc il y a eu des échanges de population. Donc il y a eu un immense ça. échange de population. C'est fascinant parce que c'est un truc... je ne sais pas si c'est arrivé ça a dû arriver dans d'autres parties du monde et d'autres époques, mais c'est assez fascinant. Et c'est ce qu'on découvre dans le livre quand on arrive aux années 20, je crois que c'est en 1920 ou 1922, tous les musulmans de Salonique, enfin tous, une grande partie des musulmans sont rapatriés en Turquie. Ces gens sont partis de leur plein gré? Non. C'était un rapatriement forcé? Plus ou moins forcé, ouais. À mon avis, c'était une question d'argent. Je ne sais pas trop comment ça se passait, mais donc, ce livre débute avec une famille qui vient de Turquie, de Smyrne, qui est rapatriée sur Salonique, plus ou moins de force ou de gré. En fait, c'était la guerre, c'était un gros bazar. Donc, en fait, on les met dans des bateaux, on les jette. Il y en a qui vont à Athènes, il y en a qui vont à Salonique, tout ça. C'est vraiment très bien expliqué. Et donc, il y a cette famille qui débarque de Smyrne à Salonique. Et au même moment, dans la même rue où ils habitent, la rue Irini, comme par hasard, et il y a une famille de musulmans qui est expatriée vers la Turquie.
Donc ça explique de façon romanesque, bien entendu, ce déplacement de population extraordinaire. En préface, on nous explique donc que ce roman parle effectivement de Thessalonique, la deuxième agglomération de Grèce, et qu'en 1917, la population se composait à part égale de chrétiens, de musulmans et de juifs. Oui. Alors moi, dans ma famille, c'est quelque chose que tu savais. Il y a une légende qui dit qu'on ne bossait jamais à Salonique parce que comme il y avait des musulmans, des juifs et des chrétiens, ils avaient un week-end de 4 jours. Genre on bossait pas le vendredi, on bossait pas le samedi, on bossait pas le dimanche, de 3 jours, j'exagère, mais ils bossaient jamais à cause de ça. Enfin, c'est une légende, hein. C'est une légende familiale à mon avis. C'est une légende que le livre ne va pas dans ce sens. Non, pas du tout. Regarde, nous avons ici des descriptions. C'est l'intérêt du livre, c'est que cet auteur fait des descriptions qui sont très intéressantes, et on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'ambiance. Tout à fait. Et de la ville et de ces communautés qui se découvrent les unes les autres, puisque ça fait aussi partie de l'intérêt du livre. Qui vivaient déjà pas mal de temps ensemble, hein, simplement à cause des déplacements de population. C'est vrai que ça crée des petites frictions. Enfin, ça change la composition de cette cohabitation entre les communautés. Bien entendu, qui va être bouleversée par la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on va suivre tout au long du siècle. Tout est exact historiquement dans ces livres. Elle fait des recherches, cette Victoria Hislop, très exactes. C'est très romanesque. C'est des histoires de famille, avec des histoires d'amour, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, tout est exact. Donc c'est vraiment... Tu as découvert des choses ou tu as retrouvé des choses dans ces livres ? J'ai découvert une ambiance. Qui correspond à ce que tu avais raconté ton père ? Mon père m'a pas raconté énormément de choses, mais oui, moi je savais que les différentes religions cohabitaient pacifiquement à Salonique, et j'ai découvert ça dans le livre, à part quelques frictions. Finalement, il y avait plus de frictions à Salonique à cause de la politique locale, avec la montée des communismes, après ça sera les dictateurs, etc., que à cause des religions. Donc c'est très intéressant de voir ça dans le livre. Et mon père était communiste, bien entendu. Bien entendu. Alors, tu veux que je lise Regarde, ici, on a une description de la ville qui me paraît assez intéressante. Accrochée aux pentes s'élevant depuis le gigantesque arc que dessinait la côte, Thessalonique ressemblait à un immense amphithéâtre. Tout en haut, à l'endroit le plus éloigné de la mer, une muraille marquait la limite de la ville. Depuis ce point de vue, les édifices religieux dominaient le reste. Des dizaines de minarets se dressaient vers le ciel comme autant d'épingles sur une pelote. Les dômes en tuiles rouges des églises et les bâtiments clairs des synagogues ponctuaient le paysage urbain qui dévalait vers le golfe. À cette présence florissante des trois religions s'ajoutaient des vestiges de l'Empire romain, arcs de triomphe, portions d'anciens murs et quelques esplanades où des piliers montaient la garde. Dans un souci de modernisation, la ville s'était, au cours des dernières décennies, percée de larges avenues, lesquelles se distinguaient du vieux réseau de ruelles sinueuses qui, à l'instar des serpents sur la tête de Méduse, s'élevaient sur les pentes raides en direction des hauteurs de la cité. Si une poignée de grands magasins avaient fait leur apparition, l'essentiel du commerce se concentrait dans des boutiques pas plus grandes que des kiosques à journaux. Ces entreprises familiales, entassées par milliers dans les rues étroites, se disputaient la clientèle. De leur côté, les centaines de cafés-nyones, ces établissements traditionnels, subissaient la concurrence des cafés de style européen qui servaient de la bière viennoise et des clubs où l'on se réunissait pour discuter littérature ou philosophie. Tu vois, ça donne une image, vraiment, on est déjà dans une ambiance très particulière et très orientale. C'est une vie très bourgeoise finalement. Enfin, c'est un mélange de pauvreté et de bourgeoisie, mais il y avait beaucoup de richesse à Salonique. C'était une ville portuaire. Faut pas oublier, donc c'est une ville de commerçants florissante, sauf aux périodes plus difficiles comme la crise des années de 39, etc. Et on ressent bien cette atmosphère bourgeoise et florissante. Tu as une idée de ce que faisait ta famille Oui, bien sûr. Mon grand-père était dans le commerce des peaux, dans le cuir. Et à partir d'un moment, ils sont partis de Salonique, ils ont été vivre en Yougoslavie pendant quelques années. Et je pense que c'est dû à la crise de 39 et peut-être aussi à cause du grand incendie de 1917 qui, comme on le voit dans le livre, a détruit... qui débute le livre et qui a détruit une partie de la ville et
qui a détruit des entrepôts, notamment, comme dans le livre. Hein. Donc, je ne sais pas si mon grand-père a subi des dommages du fait du grand incendie, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont partis en Yougoslavie quelques années. Et ils sont revenus juste avant la Deuxième Guerre mondiale à Salonique, malheureusement, pour être déportés. Et voilà. Et mon père, lui, si on parle de cette période, a été sauvé parce que... on peut dire qu'il a été sauvé par ses copains grecs. Parce que mon père était le plus grec de la famille, le moins juif et le plus grec, disons. On était obligé de choisir, tu crois ? C'est bien possible quelque part, oui. Mais en même temps, il a grandi dans une famille pas très religieuse, même pas du tout à la limite, mais quand même, on parlait ladino à la maison, ils parlaient pas grec du tout, hein. Ils apprenaient des tas de langues. Tous les ans, ils avaient une nounou qui venait d'un pays étranger. Donc mon père connaissait 10 langues comme ça. Il y avait une nounou, une année, il y avait une nounou italienne. L'autre année, il y avait une nounou espagnole. Enfin, c'était une famille bourgeoise. Oui, j'allais dire, c'est un signe luxueux d'avoir une grande maison à Salonique qui n'existe plus. Et comme mon père avait plein de copains grecs, malgré tout, et qui parlaient le grec, ce qui n'était pas commun dans les familles juives de Salonique, donc, puisque tout le reste de ma famille de Salonique ne parle absolument pas le grec. Il était resté au ladino ? Et il était aussi aspirant de l'espéranto. J'ai une très belle photo de lui avec ses potes grecs et l'espéranto écrit derrière. Il parlait déjà espéranto ? C'était l'époque, oui, je pense que c'est l'époque où on a inventé l'espéranto. Ouais, vers les années 30 ou quelque chose comme ça. Donc il parlait grec, il parlait ladino et il a eu envie d'aller vers une autre langue. Oui. Enfin, il parlait déjà pas mal de langues à mon avis, à cause des nounous en question. Je pense que le français, on a dû lui apprendre très jeune. C'était les familles bourgeoises de l'Orient où on apprenait des langues très tôt. Déjà, la culture française, c'était quelque chose de très important, donc on apprenait directement le français aux enfants. Je ne sais pas exactement si c'était à l'école ou je ne sais pas trop. Mais donc en fait, il a été sauvé par ses copains grecs parce que quand ont débuté les problèmes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que d'abord ce sont les Italiens qui sont arrivés à Salonique, d'ailleurs on le voit très bien dans le livre. C'est d'abord les Italiens qui occupaient Salonique et après ce sont les Allemands qui sont arrivés et c'est là que ça s'est compliqué en 1943. Donc les déportations tous les transports de Salonique ont été effectués en 1943 sur plusieurs mois. Oui, la communauté de Salonique était une communauté très importante. 42 000 juifs. 42 000 juifs. Décimés. Après la guerre, il en restait plus que 2 000 à Salonique. Ceci dit, entre-temps, il y en avait aussi qui étaient partis ailleurs. On revient au temps où c'était doux et tendre entre les communautés. Regarde, j'ai une description ici que je trouve très jolie. Donc le héros Dimitri se retrouve dans une rue qui passait pour pauvre aux yeux des riches et qui accueillait une communauté florissante, donc la communauté juive. Vivre dans une telle proximité tendait à rendre les gens plus tolérants que l'inverse. Voilà comment allait la vie rue Irène, où la tolérance était le maître mot et où tous savaient faire preuve de discrétion. Mais tu sais ce que ça veut dire, Irini en grec ? Non. Ça veut dire la paix. Magnifique. Mais c'est pas un nom qui a été choisi par hasard. Mais je crois que c'est vraiment une rue qui existe à Salonique. Je pense que de toute façon, comme tu l'as dit, cette Victoria Hislop, elle est très documentée. Elle est très très documentée. Et en fait, elle a connu, j'ai lu un peu des passages sur elle. Elle a connu la Grèce. Elle a été fascinée par ce pays et elle a eu envie d'imaginer ce que la vie avait pu y être. Mais c'est extraordinaire parce qu'il y a un ressenti, on a l'impression qu'elle a vécu à cette époque finalement. Elle parle, mais exactement, elle a essayé de mettre une histoire sur des sentiments que lui avaient inspiré des lieux. Oui. Et c'est une jolie démarche, mais qui donne un résultat qui a eu le succès. Extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. Puisqu'elle publie un best-seller après l'autre. Oui, les gens se reconnaissent. Donc, énormément de succès, dans son style et dans sa prose. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, mais d'ailleurs, j'ai donné ce livre à ma cousine de Salonique, qui est née en 1939 à Salonique, et elle a trouvé ça extraordinaire. Bon. C'est vrai qu'elle est née en 1939, elle ne se souvient pas de grand-chose parce qu'elle a été déportée à l'âge de 4 ans,
à Bergen-Belsen, mais elle a trouvé ce livre extraordinaire. Donc ça veut dire que même les gens de Salonique sont sensibles à ce bouquin. Et regarde, on continue avec cette rue Irénie qui nous plaît, donc, puisque c'est la rue de la paix, on va y rester un peu. C'est pas par hasard que je m'appelle Paix. Non, mais c'est très beau. Et mon frère, c'est Olivier. Hein. Magnifique. C'est bien, c'est constant. Regarde, on a ici un passage qui décrit donc une scène de vie dans cette rue, dans cette famille Moreno, donc qu'on va suivre tout au long du livre. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce que de tout temps, il semble que les communautés ont eu envie de se souvenir de leur passé, de leur tradition et d'en parler, c'était très ouvert. Transmettre toujours. Donc déjà, ils se racontent à eux-mêmes toujours leur histoire pour la garder et pour la perpétuer. Mm-hmm. Ça ressemble à ce que tu viens de faire d'ailleurs, tu sais. Ah bon? Quand tu as commencé. Regarde, tu vas voir que la mamie Moreno, elle parle à ses enfants comme ton père t'a parlé. Regarde, Okay. Tu veux bien nous lire ce passage? Oui, bien sûr. Plaît? Alors, les mois s'écoulèrent joyeusement rue Irini. Les températures ayant chuté, les habitants passaient plus de temps dedans que dehors. Rosa Moreno se présentait 5 fois par jour et après la tétée de la fin d'après-midi, restait souvent 1 heure ou plus avec son fils qui l'accompagnait. Parce que dans ce livre, en fait, c'est joli parce qu'une mère allaite les enfants de l'autre et intercommunauté. Donc, philosophiquement, je veux dire, c'est extrêmement joli. Mais c'est la mère juive, C'est la mère juive qui nourrit un enfant chrétien. Ouais. Mais quelle importance, elle nourrit l'enfant de son ami. Exactement. Il arrivait aussi qu'Olga et Pavlina se rendent chez les Moreno en compagnie de Kyria Ekrem, qui est donc musulmane, et de ses filles. À la lueur vacillante d'une bougie, on se racontait des histoires. Il y avait toujours une part généreuse de toupishti. Alors le toupishti, moi j'en ai mangé dans la famille. Le gâteau traditionnel juif au miel et aux noix que Rosa préparait pour accompagner le café. Elias, sur les genoux, elle relatait l'arrivée de ses ancêtres en Grèce 4 siècles auparavant. Elle en parlait comme s'ils avaient débarqué plus tôt le jour même. Le sultan a accueilli à bras ouverts les 20 000 juifs chassés d'Espagne, expliquait-elle d'un ton légèrement outré. Les monarques catholiques doivent être fous pour expulser les juifs. Leur présence enrichit la Turquie et leur absence appauvrit l'Espagne, s'était-il écrié. De temps à autre, une phrase en ladino lui échappait et elle la traduisait aussitôt. Et nous portons bien ici. Nous représentions la part la plus importante de la population. Il y avait des synagogues par douzaines. La ville a d'ailleurs été surnommée la Madre de Israël, la mère d'Israël. Elle aimait tant raconter l'histoire de son peuple. Nous avons recréé l'âge d'or que nous avions connu en Espagne, ici, à Thessalonique, où nous retrouvions un mélange familier de religions, musulmans, chrétiens et juifs. Nous vivions tous en harmonie. Le climat et la nourriture étaient même similaires. Il y avait des grenades, ajoutait-elle en souriant. La famille dont on parle, c'est quand même une famille aisée. Oui, tout à fait. Oui. Ça ressemble à ce que tu as entendu raconter ? Et oui, moi je sais que ma famille vivait à part cet épisode où ils sont partis vivre en Yougoslavie, où je pense que les choses sont un peu compliquées, mais je pense que c'était une famille bourgeoise. Ils avaient une grande maison à Salonique qui a été joyeusement confisquée par les Allemands quand ils sont arrivés. Et c'est à cette période, comme ce qu'on connaît de cette occupation allemande, qu'on voit dans tous les films, ils étaient obligés de vivre dans une des pièces de la maison, alors que tous les Allemands occupaient toutes les autres pièces, et on leur a piqué tous leurs objets d'art, leurs tapis. C'est quelque chose de terrible. Chaque fois qu'on a des livres qui parlent comme ça de ces familles qui vivent des temps difficiles qui s'annoncent, nous les lecteurs, on sait ce qui va se passer, donc on lit avec un petit pincement de cœur parce qu'on sait bien que c'est en train de dégénérer, que ça va dégénérer. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant de voir comment toujours, tu as celui qui croit comprendre ce qui se passe, celui qui refuse. Bien sûr. Celui dont mon grand-père faisait partie. Celui qui voit mais n'a pas envie de voir, celui qui ne voit pas et ne comprend rien, celui qui essaie d'expliquer. Et c'est terrible parce que ça ressemble à ce qu'on vit toujours. Oui. Moi, ce qui s'est passé dans ma famille, c'est que mon grand-père, ma grand-mère et un oncle et une tante, donc un jeune frère et une jeune sœur de mon père, étaient restés à Salonique. Pendant ce temps, mon père était à Athènes. Mon père avait très bien compris ce qui allait se passer, donc il avait fui à Athènes.
Et il avait compris, il avait expliqué, il a essayé d'expliquer. Il a essayé de faire fuir ses parents en Palestine, parce que comme il avait plein de copains grecs... Ça paraissait la seule issue, la Palestine. Tout à fait. Il avait plein de copains grecs qui étaient déjà dans la résistance, dès le début de la guerre. Et il avait possibilité de faire fuir sa famille en Palestine. Mais mon grand-père n'a jamais voulu. Il a refusé de reconnaître la situation. Et mon oncle, qui est le seul survivant d'Auschwitz, à qui j'ai beaucoup parlé de cette période, qui est décédé il y a quelques années, et m'a raconté que lui, il voulait partir avec les partisans, parce qu'il y avait beaucoup de partisans qui partaient dans les montagnes et se cachaient dans les montagnes autour de Salonique. Et il avait aussi des copains qui lui avaient, comme dans le livre, qui lui avaient proposé de partir dans les montagnes avec les partisans. Et mon grand-père a refusé. Il a dit la famille reste ensemble. Il a dit on reste ensemble, la famille reste ensemble. Et c'est pour ça qu'ils sont tous partis, ils ont tous été déportés à Auschwitz ensemble. C'est-à-dire que mon oncle aurait pu être sauvé, mais mon grand-père a refusé. C'est terriblement difficile d'envisager de se séparer, de partir. C'est vrai, mais je crois aussi, on m'a raconté il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui est-ce qui m'a raconté ça, c'est ma tante qui m'a raconté que des survivants d'Auschwitz, et lui avait raconté que quand les Grecs sont arrivés à Auschwitz, c'était les plus naïfs. Hein. Ils étaient très très naïfs et ils se sont réveillés le premier matin à Auschwitz en criant, et en espagnol, enfin en ladino, on nous a volé nos couvertures. Parce que c'était comme ça que ça se passait. Et les gens se faisaient piquer, c'était vraiment, il fallait survivre. Donc les gens piquaient aux autres dès qu'ils avaient une couverture, on se la faisait piquer. Et ils étaient tellement naïfs, ils se sont réveillés le matin en criant tous, on nous a volé nos couvertures. Et je crois que mon grand-père, il faisait partie, il avait cette naïveté. Et peut-être que cette naïveté, elle venait de cette vie en or qu'ils avaient eue à Salonique, cette vie bourgeoise, bien sous tout rapport, où les communautés se faisaient pas de mal l'une aux autres. Donc il voulait pas y croire, comme nombreux juifs dans le monde entier, mais il n'a pas voulu y croire. Et voilà, on a quand même une photo dans la famille, avec toute la famille, et amaigris, parce qu'ils avaient été dans un ghetto, etc. Ils avaient déjà plus grand-chose à manger. Quelques jours avant la déportation, mon grand-père a fait faire une photo de famille. Il a mis un journal pour qu'on voit la date. Et c'était en mai 1943. Et voilà, c'est une photo qui a été prise quelques jours avant leur déportation, dont on est revenu donc mon oncle en question. Alors, on a ici la montée de la guerre justement, et la famille qui commence à vivre des choses difficiles. Mais avec l'envie de ne pas j'allais dire en n'y croyant pas, mais non, avec l'envie de ne pas y croire. Mm-hmm. C'est plus ça. Et le refus de t'amener dessus, et puis t'as pas envie d'y croire, et t'as pas envie que ça se passe, et tu te dis que peut-être si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Mm-hmm. Et ça ressemble un peu à ce que tu dis, à ce que tu racontes. Oui, c'est tout à fait ça. Simplement, je pense qu'à un moment donné, ils ont compris. Parce que si mon grand-père a pris cette photo, c'était clair qu'il savait qu'il allait vers l'inconnu et que cet inconnu n'était pas très sympathique. Tu penses que c'était une photo pour essayer d'arrêter le temps un petit peu ? Je pense, et puis il pensait certainement à ses deux filles qui étaient déjà en Palestine et son fils qui était à Athènes, qui peut-être allait être sauvé de cette situation et qui aurait quand même comme ça une trace de la famille. D'ailleurs, je pense que cette photo est arrivée à mon père par des copains grecs qui ont dû le récupérer. On a ici, évidemment, on a la période, quand on arrive à la moitié du livre, on a la période de la guerre qui commence. Mm-hmm. Et on a la famille donc, qui refuse de comprendre, ou qui refuse d'imaginer que ça puisse aller plus mal, parce que ça commence à ne pas aller très bien. On a donc ici la famille qui est face aux Allemands, et qui essaie de croire que ça va s'améliorer. Que ça va s'arrêter au moins. Que ça ne va pas aller plus loin. Mm-hmm. Et on a justement une description assez intéressante. Je ne sais pas comment elle a pu avoir ce genre de... Comment elle a pu ressentir ça, cette Victoria Hislop. Elle a sûrement recueilli des témoignages, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a pu lui donner comme ça parce que je crois vraiment que cette description est juste. Mm-hmm. D'une famille qui n'a pas envie que ça se passe. Mm-hmm.
et qui essaie de toutes ses forces, regarde, si tu veux bien nous lire ici, qui essaie de toutes ses forces de contrer le sort. Ouais. De conjurer le mauvais sort ou de contrer la... Alors c'est la mère de famille qui parle. On peut dire ça. Regarde ici, tu as la sentinelle qui monte la garde. Une sentinelle montait continuellement la garde devant leur tente de fortune, et pourtant ils avaient l'impression que leur langue constituait un sanctuaire inviolable. Pour les Allemands, le ladino n'était qu'un mélange de sons incompréhensibles. Par ladino entre eux, donc en ayant l'impression de se protéger. Oui, bien sûr. À Thessalonique, un débat faisait rage. Si Isaac regardait chaque jour ses frères juifs perdre connaissance ou mourir, une étincelle d'espoir s'était soudain allumée. Pourrait-il enfin, comme on le laissait entendre à leur famille, être tous libérés ? La communauté juive s'était en effet vue offrir la possibilité de racheter les travailleurs, et le prix avait été fixé à 3 millions de drachmes. Poussés par le désespoir, tous cherchèrent à réunir l'argent. Une suggestion vit alors le jour. Qu'il était impossible de rassembler une telle somme, les Juifs pouvaient payer en nature en cédant leur cimetière. Depuis longtemps, la municipalité rêvait de mettre la main sur ce vaste terrain au cœur de la ville, et il fut estimé au même prix très exactement que celui de la rançon. La communauté juive connut une vive agitation. Dans l'atelier des Moreno, la plupart des employés avaient enterré leurs parents dans ce cimetière historique. Bien des larmes de colère et de frustration coulèrent. Mais la valeur de nos ancêtres est inquantifiable, protesta l'un des plus anciens tailleurs. Nous ne pouvons pas permettre une chose pareille. Et certaines de ces tombes ont plus de 500 ans. Écoutez, les défunts sont déjà morts, tandis que mes fils, eux, sont bien vivants, argua un autre, qui en avait 3 en camp de travail. Comment pouvez-vous considérer que nous avons le choix ? Chacun avait son point de vue et tous se défendaient. Caterina avait remarqué que Kyria Moreno inventait toujours une excuse pour quitter la pièce au moment où la discussion s'engageait sur ce terrain. 1 ou 2 fois, la jeune femme l'avait suivi et l'avait trouvé qui pleurait en silence dans l'une des réserves. « Dès que je pense à Isaac, j'ai le terrible pressentiment que je ne vais jamais le revoir, lui dit-elle un jour. Et maintenant que nous avons une occasion de faire rentrer nos fils, certains se plaignent. » Je ne peux pas m'empêcher de penser que des conversations comme ça ont probablement eu lieu. Ouais. Et il y a l'histoire à Salonique, avant la déportation, justement avec ce travail forcé auquel on envoyait les Juifs, et qui s'est placé sur la place de la liberté à Salonique, Plaka Eleftheria. Eleftheria en grec, c'est la liberté. Et à un moment donné, les Allemands ont rassemblé tous les Juifs d'un certain âge, les jeunes Juifs, et ça, mon oncle me l'a raconté, et sur cette place. Et pour les humilier, ils l'ont laissé plus de 24 heures en plein soleil, en plein été. C'est raconté dans le livre d'ailleurs ça. Et ils sont tombés comme des mouches d'insolation, de fatigue. Et on les envoyait au travail forcé, donc ils étaient déjà en mauvaise situation. Et voilà. Et c'est là, à Salonique aujourd'hui, où il y a le monument de la déportation, à côté de cette place où je suis allée il y a quelques années. Et c'est un des événements majeurs de la pré-déportation à Salonique, ce rassemblement sur la Plaka Eleftheria par les Allemands. C'était un moment d'humiliation. Le but du jeu, c'était d'humilier les Juifs. Et effectivement, il y avait ce système de rançon et de réclamer une rançon. En fait, ils ont fini par libérer les Juifs en réclamant une rançon. Ça fonctionnait de la même façon. Tu as mis combien de temps pour retourner en Grèce ? Je suis allée en Grèce quand j'étais petite avec mes parents. Et après que pendant des années, mon père ne puisse pas y retourner à cause de la dictature des colonels. Hein. Il n'a pas été en Grèce pendant des années. Et d'ailleurs, il n'avait pas la nationalité grecque, puisque la nationalité lui a été retirée à cause de la dictature. En tant qu'ex-communiste, ça l'a fouté mal, donc il n'avait plus du tout la nationalité. Mais je suis retournée en famille il y a 7 ou 8 ans à Salonique pour la première fois. Et parce qu'évidemment, les vacances... Comment tu as présenté Salonique à tes enfants ? Je leur ai raconté l'histoire de leur grand-père. Hein, bon, ils avaient été un petit peu obligés de la savoir puisque mon fils avait déjà fait ce travail sur ces racines qu'on fait à l'école en Israël. Hein. Donc, il connaissait un petit peu mieux, mais ma fille connaissait un petit peu moins bien l'histoire. Et... Tu as parlé de ce livre à tes enfants ? Non, je ne l'avais pas encore lu. Je l'ai lu après.
Mais c'est vrai qu'il faut être allé à Salonique pour lire ce livre, quelque part. Ou alors, il faut y aller après, parce qu'on ressent encore plus cette ambiance. Aujourd'hui aussi, c'est une ville très riche, c'est une ville portuaire, c'est une ville bourgeoise. Et il y a des très, très belles maisons particulières, c'est une très belle ville. Et puis, il y a cette longue promenade qui finit sur la Tour Blanche, au bord de la mer, qui est magnifique. Donc, même aujourd'hui, quand on y va, on peut ressentir ce qu'il y a dans ce livre. C'est vraiment très, très bien décrit. Écoute, merci de nous avoir fait découvrir ce livre. Avec grand plaisir. Qui est vraiment attachant. En plus, les héros sont attachants et puis l'histoire est belle. Ah, puis il y a une belle histoire d'amour, évidemment. C'est romantique, mais ça, par contre, c'était pas inattendu. Ouais. Merci beaucoup. De rien.